Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au 20h, le top premier des jours ouvrables de cette semaine. Les manchettes, les principales de cette édition. Après beaucoup de spéculations, le lieu de la tenue de la session de plein droit du Sénat est déjà connu. Les tout premiers sénateurs camerounais se réunissent demain au siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé. Logements sociaux, le gouvernement camerounais annonce la commercialisation imminente de plus de 1650 logements sociaux au Cameroun. Les détails de ce projet dans ce journal dont la seconde partie consacrée au débat va nous amener à réfléchir sur le Sénat camerounais, quelques écueils, quelques heures seulement avant l'entrée en scène des principaux acteurs. Madame, Monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Fin de spéculation, c'est à l'hémicycle de Ngoa Ekele à Yaoundé que la session de plein droit du Sénat camerounais va s'ouvrir demain. Le site fait déjà sa grande toilette au moment où les sénateurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, prennent langue avec la hiérarchie de cette formation politique à Yaoundé. Marcelin Gangsop. C'est finalement à l'hémicycle de Ngoa Ekele que l'ouverture de la session ordinaire de plein droit du Sénat va se dérouler ce mardi 14 mai 2013. Il a fallu attendre la veille de cet événement historique pour que l'opinion soit enfin fixée après moult hésitations entre le palais des congrès et le siège de l'Assemblée nationale. Le palais des Verts s'est pour l'occasion paré de ses plus beaux habits à la mesure de l'événement attendu. Les gazons ont été tondus et plusieurs services ont bénéficié d'un soin particulier. L'hémicycle de Ngoa Ekele est donc fin prêt pour recevoir les 100 premiers sénateurs de l'histoire du Cameroun. Lesquels sénateurs ont tous rallié la capitale politique. Parmi eux, les 82 du RDPC, réunis ce lundi au siège de leur parti, au Palais des Congrès. Une rencontre qui s'est tenue loin des caméras ainsi que de l'œil des reporters. Et comme si c'était passé le mot, aucun sénateur n'a souhaité s'exprimer sur le choix du futur président de la Chambre haute du Parlement. Pourtant, selon certaines sources, ce point était bel et bien à l'ordre du jour de ce premier contact avec la hiérarchie du parti. On est également sans nouvelles à propos de l'identité du doyen d'âge, celui qui présidera mardi la session de plein droit avec à ses côtés les deux plus jeunes sénateurs. Selon des informations puisées également à bonne source, le chairman du SDF, John Frundi, a également eu un échange avec ses sénateurs en début de soirée à Yaoundé, la capitale du Cameroun, qui a été arrosée par une grande pluie, une bénédiction avant l'ouverture tant attendue de la session de plein droit du Sénat. Et c'est grincement dedans à l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, à la veille de l'entrée en scène des premiers vénérables au Cameroun. La tête de liste UDC pour les sénatoriales du 14 avril dernier décline l'offre du président Biya qui le nomme suppléant au sénateur titulaire Ibrahim Bobondjoya à l'ouest du Cameroun. Yumo Kupid Adamo pense que cette nomination est partiale et anticonstitutionnelle. Il a fait savoir ce jour au cours d'un point de presse qu'il a donné à Yaoundé. Reportage. Élu sénateur suppléant dans la région de l'Ouest par le président de la République le 8 mai dernier, Yomo Kupid Adamou vient de décliner l'offre de Paul Biya. Je remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il m'a faite en me nommant sénateur suppléant mercredi dernier, mais je décline très humblement cette nomination. De prime abord, la tête de liste de l'UDC dans la région de l'Ouest pour les sénatoriales du 14 avril pense que ce décret portant nomination des sénateurs suppléants est anticonstitutionnel. Sur le plan juridico-constitutionnel, cet acte ne trouve pas son sens. Sur le plan politique, cet acte ne trouve pas son sens. Vous ne pouvez pas imposer à un militant responsable du bureau politique d'un parti opposé à l'autre d'être suppléant de celui qui est également la même chose dans l'autre parti. Ensuite, le membre du bureau politique rejette cette offre parce que n'avoir pas été consulté. J'ai été surpris et déçu de constater que je figure parmi les personnalités nommées par le président de la République, président national du RDPC,
comme sénateur suppléant dans la région de l'Ouest. Je dois dire ici haut et fort que je n'ai été nullement consulté pour cette nomination. Enfin, la tête de liste de l'UDC lors des sénatoriales déclare être sous le coup des menaces et des tentatives de corruption. Et vous êtes montant, nous pensons que vous devez saisir votre chance de toutes les façons. Nous savons que si vous dites non, vous aurez des pressions et nous sommes préparés à vous donner telle somme pour pouvoir gérer ces pressions. Âgé de 45 ans, Yumo Kupit Adamou milite au sein de l'Union démocratique du Cameroun depuis près de 21 ans. Entre actes héroïques et tentatives de chantage, les contours du refus de l'offre présidentielle par Yumo Kupit Adamou continuent d'alimenter les débats sur la scène publique. Quelles peuvent être donc les conséquences de cet acte autant sur l'organisation que sur le fonctionnement du Sénat camerounais? Je vous propose à cet effet d'écouter les explications de Abdul Karimou Dewache, cadre du ministère camerounais en charge de l'administration territoriale et spécialiste des questions électorales, s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Évidemment, un sénateur nommé, notamment celui de l'UDC, dont vous faites allusion, peut renoncer, n'est-ce pas, à la fonction de sénateur suppléant qui lui a été proposé par le président de la République. C'est son droit le plus absolu, mais sauf que ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement institutionnel. Le sénateur suppléant ne siège pas au Sénat. Il convient de le préciser que le président n'est pas tenu par un délai. Là, le président n'est pas tenu, n'est-ce pas, de procéder immédiatement à son remplacement. Pour un sénateur qui n'a véritablement pas de charge, parce que le suppléant n'a pas de charge, il ne siège pas tant que son titulaire est là. Il doit même en principe s'effacer tant que son titulaire est là. Donc, le président n'a pas de délai, il n'est pas tenu même à le remplacer, il ne peut même pas le remplacer jusqu'à la fin de la législature. Le mandat commence à courir à partir de demain, du 14, et c'est pour 5 ans. Donc le président a tout le temps, et il a d'abord le loisible de procéder à son remplacement ou pas. Et qui sera le président du tout premier Sénat camerounais? Des spéculations continuent d'alimenter les débats dans les chaumières. Dans tous les cas, le président du Sénat aura un rôle important à jouer en cas de vacances à la tête du pouvoir. Serge Alain Otto. La session de plein droit de la Chambre haute qui s'ouvre ce 14 mai à Yaoundé aura pour principal enjeu la mise sur pied du bureau du Sénat. Son président, comme la loi fondamentale du 18 janvier 1996 le reconnaît, sera la première personnalité du pays derrière le président de la République. En cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, il assure l'intérim de plein droit jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Un scrutin auquel il ne peut participer et qui doit intervenir 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Le président du Sénat, devenu président de la République par intérim, voit ses pouvoirs restreints. Il ne peut également recourir au référendum, mais seulement en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle. Le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. La mise sur pied de l'action du gouvernement sera désormais contrôlée par un parlement bicaméral, en même temps qu'il légifère. Les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, se réunissent aux mêmes dates, en session ordinaire au mois de juin, novembre et mars. Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès à la demande du président de la République pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle, ou encore pour entendre une communication ou recevoir un message du président de la République. Et toujours en politique, pour refermer le dossier y consacré, notons que le comité exécutif national du SDF rejette la proposition du président régional du parti Jean-Michel Ninche qui demande des sanctions contre les responsables de la disqualification de la liste SDF dans la région du littoral pour le compte des sénatoriales du 14 avril dernier. Le NEC a refusé ce week-end, en requérant la qualité d'interpeller la hiérarchie du parti. Dallas Tiana et Serge Alain Otto. Le SDF n'aura donc pas, à travers son instance de décision qu'est le NEC, réunie le week-end dernier à Bamenda, cédé à la proposition de Jean-Michel Ninche de voir les principaux responsables de la déroute du parti au sénatorial sanctionnés. Le président régional du SDF pour le littoral
avait, on s'en souvient, critiqué les orientations de son parti lors de ce scrutin. Abel Elimbilobe, un autre membre du NEC, pense que le député a outrepassé ses compétences. Donc, il n'appartient pas au président régional, quel qu'il soit, d'interpeller le président national. Je pense que tous les leaders politiques de ce pays ont trouvé ça indécent. Cette attitude s'inscrit tout simplement dans l'ordre d'une agitation stérile. La situation du député et président régional SDF pour le littoral, absent du conclave de Bamenda, a fait l'objet de discussions houleuses. Fallait-il, oui ou non, appliquer le fameux article 8, alinéa 2, en rapport avec la perte de la qualité de membre au SDF? Sur cette question, le secrétaire national à la communication préfère emprunter une formule chère à Paul Biya. Il y a le temps du parti qui est différent du temps des commentateurs de l'actualité. La réunion de Bamenda était également l'occasion pour le SDF de faire savoir qu'il est en train de fourbir ses armes pour les prochaines joutes électorales. Des primaires seront ainsi organisées dans les différentes circonscriptions. Mais avec une petite curiosité, les résultats des urnes ne seront pas les seuls éléments conduisant à l'investiture. Quelle que soit l'issue des primaires, tous les candidats auront la possibilité, tous les dossiers de candidature vont être réexaminés par les commissions d'investiture qui seront mises en place à cet effet. Le Social Democratic Front a décidément appris à faire comme les autres. Habitat décent, c'est environ 1675 logements sociaux qui seront bientôt commercialisés. Ce projet du gouvernement camerounais connaît une évolution fulgurante avec le début imminent des travaux de construction des voies d'accès, notamment à Olembe dans la ville de Yaoundé. Nous y reviendrons, et dans la ville de Douala, cela s'impose comme un impératif. La ville de Douala, où il y a une précarité dans le logement social, on peut noter qu'à Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala 4e, plus précisément au lieu dit derrière boulangerie du lycée, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Ce sont des victimes de la pluie tombée dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Les constructions anarchiques sont indexées dans ces inondations. Robert Moukoubé et Etienne Pascal Azegue. C'est une situation inhabituelle que les habitants d'Mpando à Bonabekano dans l'arrondissement de Douala 4e ont vécu le dimanche 12 mai dernier. Leurs habitations ont été envahies par les eaux suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à dimanche. Tout est mouillé, tout le quartier est mouillé. L'eau s'est invitée jusqu'au recoin des maisons. Rien n'a été épargné. Même les véhicules ont fait les frais de l'inondation. Les populations disent n'avoir jamais vécu une pareille situation dans leur quartier. Elles pointent par conséquent un doigt accusateur sur la construction anarchique d'une riveraine. Il y a une femme là-bas derrière. On n'a jamais vu la qualité. Nous, on est dans le quartier ici. On n'a jamais vu la qualité là, 25 ans. Elle a bloqué l'eau cette année, que l'eau ne pas passer là-bas. C'est elle qui a bloqué l'eau. Que tout le monde, tout le quartier. J'ai envoyé mes enfants ce matin. Parce que je ne sais pas comment on va vivre ici. La dame en question aurait construit sur une aire d'évacuation d'eau. Les habitants du lieu dit derrière la boulangerie du lycée comptent à présent sur l'intervention des pouvoirs publics pour les sortir du pétrin dans lequel ils se trouvent avant les grandes averses. Quand il y aura la grande saison de pluie, on va faire comment? Les gens vont mourir. On va dire qu'il y a catastrophe, alors qu'on peut limiter ces catastrophes. Vous voyez seulement, il a plu pendant 10 minutes. Nous sommes inondés, le Vouri s'est déplacé. On exhorte à l'État, à la communauté urbaine de se déplacer, de lui-même de venir sur le terrain voir, arranger ces choses-là avant qu'ils ne se fassent tard. En fait d'inondation, les populations de la partie septentrionale du Cameroun s'en souviennent. Les travaux de réfection de la digue de Maga dans le Mayo d'Anaï sont en cours. Le génie militaire est à pied d'œuvre. Question de livrer le chantier avant l'arrivée des premières pluies. Amadou Daïro et Viviane Kamwa. Des tracteurs qui s'activent et des ouvriers attelés à la tâche
C'est le fruit de l'action que mène le génie militaire depuis 6 semaines. L'objectif de Magar, longue de 27 km. Une digue porteuse d'espoir pour les populations de cette localité. Nous pensons que s'ils arrivent vraiment au terme de leurs travaux, ça pourrait nous éviter ce qui s'est produit l'année dernière. D'après les estimations de la protection civile et des experts des Nations Unies, descendus sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux, il faudra que le génie militaire travaille 7 jours sur 7 pour être prêt avant les premières pluies. Pour les affaires de pluviométrie et autres, en principe, on attend généralement les pluies vers mi-juin. Toutefois, même s'il y a des pluies, les premières pluies, généralement, on pense qu'elles ne seront pas de nature à empêcher l'exécution des travaux. Le fleuve Logon, malgré cette apparence inoffensive, reste une véritable source de frayeur pour les populations du Mayo Danaï. Ils ont encore en mémoire les inondations qui se sont produites ici. Au cours de l'année 2012, notamment les mois d'août et de septembre 2012, la région de l'extrême nord et celle du nord ont enregistré des inondations catastrophiques qui ont causé d'énormes dégâts aux acquis du développement dans ces deux régions du pays. En attendant que les premières pluies fassent leur apparition, le génie militaire continue de s'activer pour pouvoir livrer son chantier à temps. Attaque d'Ecobank, agence du marché Congo dans la ville de Douala. Les présumés auteurs ont été rattrapés dans la partie septentrionale du Cameroun. Les éléments du bureau de lutte contre la grande criminalité de la région du littoral disent avoir abattu le chef de gang à Mora. Plus de précisions avec Étienne Pascal Azegue. L'enquête ouverte à la suite de la récente attaque d'Ecobank, agence du marché Congo, survenue le 23 avril 2013 à Douala, a abouti à l'interpellation des présumés auteurs. Selon nos sources, les éléments du bureau de la lutte contre la grande criminalité de la région du littoral ont abattu un certain Nena Ananias, présenté comme chef de gang à Mora dans la partie septentrionale du pays. Les mêmes sources révèlent qu'un autre membre du gang des présumés braqueurs, le nommé Ousmanou Idrissou, a été rattrapé à Kaélé dans la nuit du dimanche à lundi. Quant au reste de ce gang, le ministre en charge de la Défense a annoncé qu'ils ont eux aussi été interpellés. Edgar Alem Bongo a fait cette déclaration vendredi dernier lors de la remise du matériel roulant au génie militaire à Douala. L'arrestation de ces deux suspects va nous permettre de remonter la filière qui va nous permettre d'appréhender le véritable commanditaire du braquage. L'attaque d'Ecobank, se souvient-on, avait causé la mort de 2 gendarmes. Et les malfrats avaient par la suite emporté un peu plus de 2 millions de francs CFA après leur forfait. Et maintenant, à Bamenda, dans la région du nord-ouest du Cameroun, les populations de Alakouma peuvent pousser un ouf de soulagement. La police vient de débarrasser le quartier d'un facteur gênant et c'est un jeune homme suspecté de braquer de jour comme de nuit des boutiques. Il est désormais dans les filets de la police. Edmond Dini et Florian Fandjo. C'est ce jeune homme qui a fait perdre le sommeil durant des mois aux populations de Alakouma, petit village situé dans le département de la Mézam, c'est dans la région du nord-ouest. Il est présenté comme étant l'auteur des multiples braquages perpétrés dans la localité. Des forfaits que Robert Didong est loin de nier. Sa cible privilégiée était des boutiques. D'ailleurs, ce commerçant est l'une de ses nombreuses victimes. Ce jeune homme est venu dans ma boutique il y a quelques semaines. Il m'a dit qu'il voulait des appareils. Quand je lui ai donné le prix de l'appareil, il a estimé qu'il coûtait cher. Il est parti. Quelques jours après, on a braqué ma boutique en pleine journée. Les populations ont pris la peine de filmer la boutique. Cette photo correspond à ce jeune homme qui vient d'être arrêté. Le mode opératoire de ce malfrat consistait à creuser la terre pour avoir accès à la boutique et s'en servir à volonté. Il faut que la police continue de faire son travail. Que Dieu leur donne la force. Nous dormons dans la nuit et le matin quand on se lève, on voit des creux à l'entrée de la boutique et même parfois derrière. Dès qu'on ouvre la boutique, on constate que des objets ont disparu.
Vraiment, c'est grave. Le malfrat a été stoppé dans sa sale besogne il y a quelques jours par la police. Nous avons donc suspecté cet individu aux heures tardives autour de 1h30, 2h environ. Nous l'avons donc interpellé. Nous avons donc constaté qu'il a commis un forfait au niveau de Fish Point, Food Market, où il a cassé une boutique électronique en emportant divers objets électroniques. Une perquisition a été effectuée dans son domicile où ce butin a été retrouvé. Robert Didion est actuellement gardé à vue dans un commissariat en attendant la suite. Lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala, les véhicules abandonnés sur les espaces publics sont mis sous sabot et conduits à la fourrière. L'opération commencée ce lundi est une initiative de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Les détails dans ce reportage signé Danewa Nze2 et Flavien Valondongo. Les trottoirs, la chaussée et les emprises de la voie publique de quelques artères de la capitale économique sont truffés de véhicules abandonnés. C'est sans doute à cause de l'incivisme de certains usagers. Je reconnais que ma voiture est là depuis et que ça écoute la voie publique. Puisque le garage n'est pas fait sur la route, mais surtout dans les garages. Si déjà c'est sur la route, comme le commerce, tous ceux qui sont doivent les ramasser. La route, c'est pour que quelqu'un se gare, il s'en va, l'autre arrive, il se gare, il s'en va, etc. Selon la réglementation, le non-respect des zones de stationnement ou parking, la violation du sens interdit ou des panneaux de signalisation entraîne immédiatement la mise en fourrière des engins. Un mois après, ce n'est pas récupéré par les légitimes propriétaires, nous allons passer au communiqué et procéder à la vente aux enchères de ces véhicules. C'est un agent prévu dans le budget de la mairie. L'opération d'assainissement engagée ce lundi par la commune d'arrondissement de Douala 1er constitue une guerre ouverte contre les usagers récalcitrants. Tout ça relève du désordre urbain, parce que le piéton ne peut plus traverser tranquillement, parce que lui, il a garé son véhicule et les autres avangres sont partout ici. Lorsque ces espaces deviennent occupés de manière définitive, soit un problème de civisme, soit de mauvaise foi, c'est tout. Les gens savent bien que c'est de manière provisoire. Alors que le dégagement de ces emprises se poursuit dans la circonscription de la mairie de Douala 1er, l'on note que cet arrondissement reste victime du désordre urbain, notamment pour ce qui est des petits commerces qui écument la voie publique. Pourtant, des taxes sont prélevées auprès de ces derniers par les agents des collectivités territoriales décentralisées. Assainir l'espace de toute forme de fléau, c'est l'une des recommandations qui lui a été faite en prenant le commandement à l'ouest du Cameroun. Et c'est Liliane Flore Tuente Tchemo, la première femme sous-préfet, prend le commandement dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. Le préfet du département de la MIFI, qui présidait la cérémonie, lui a prescrit de mettre un terme aux litiges fonciers qui ont fait leur siège dans cette localité. C'est un reportage signé Jérôme Narcisse Sobze. Encore une femme au commandement dans la région de l'Ouest. Nommée par décret présidentiel le 2 avril dernier comme sous-préfet de l'arrondissement Bafoussam 3e dans la région de l'Ouest, Mme Tuente Tchemo Liliane Flore, épouse à Tangana, a officiellement été installée dans ses nouvelles fonctions vendredi dernier à Bamangum au cours d'une cérémonie grandiose. Elle remplace ainsi M. Ebele Samuel Christian Ernest, nommé le 23 octobre 2012 préfet du département du Ndé. Joseph Tangwa Fauver, préfet de la MIFI, qui présidait cette cérémonie, a trouvé ici l'occasion de remercier le sous-préfet sortant pour les bons et loyaux services rendus à la nation durant son séjour à la tête de l'arrondissement Bafoussam 3e. C'est l'esplanade de la sous-préfecture de Bamangum qui a servi de cadre à une cérémonie qui a vu la présence depuis 2000 personnes venues accueillir la nouvelle femme forte de cette partie du pays. L'instant tant attendu fut la passation de commandement proprement dite. Sous les ovations d'une chaleureuse population, Tuente Tchemo Liliane Flore, épouse à Tangana, prend le commandement. Et je suis très fière d'avoir cette responsabilité entre mes mains. Comme le préfet l'a dit dans son discours, il y a une feuille de route qu'il faudra suivre. Et je compte d'abord sur les populations de Bafoussam 3e qui me permettent d'atteindre les objectifs, même si ça ne peut pas être dans l'immédiat, mais à long terme, j'espère qu'ensemble, on pourra arriver à combattre tous les défis qui sont
Le préfet de la MIFI, M. Tangwa Joseph Fauveur, tout en la rassurant de son soutien sans faille, n'a pas manqué de lui rappeler quelques missions et obligations liées à ses nouvelles fonctions. Et amener les élites, amener les élites à s'entendre, amener les élites à travailler, amener les élites à investir dans leur arrondissement et être à l'auteur de sa tâche en appliquant les lois et les textes avec intelligence, avec une sérénité. Et elle doit amener les autorités traditionnelles, surtout les chefs de troisième degré, à s'impliquer de plus dans la lutte contre la criminalité. Madame Tuente Tchemo Liliane Flan, épouse à Tangana, était avant sa nomination première adjointe préfectorale d'Abomban dans le Oignon, région de l'Est Cameroun. Née en 1977, elle est originaire de l'arrondissement de Bayangam, dans le département du Konki à l'Ouest Cameroun. Une autre articulation forte du programme était le défilé. D'abord les hommes en tenue, ensuite les associations et établissements scolaires de la place. Un artiste et musicien du coin est venu mettre un terme à une cérémonie qui restera pendant longtemps gravée dans les mémoires. Et toujours dans la préfectorale, Yves Bertrand Noël Njana est le nouvel homme fort de l'arrondissement de Tonga à l'ouest du Cameroun. À la cérémonie d'installation, le préfet du département du Ndé lui a recommandé entre autres de booster le développement de l'arrondissement en faisant taire les querelles intestines. Une fois encore, Jérôme Narcisse Sobze. Monsieur le sous-préfet Nzana Yves Bertrand Noël, prenez le commandement. Monsieur Nzana Yves Bertrand Noël est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Ntonga dans le département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. Il a officiellement pris le commandement mercredi dernier au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département du Ndé, M. Ebel Samuel Christian Ernest. Il remplace ainsi M. Oonambala Djedoné, admis à faire valoir ses droits à la retraite, qui aura passé 1 an et 6 mois à la tête de cette unité administrative. L'événement a drainé dans cette partie du pays un parti d'invités parmi lesquels les autorités administratives, traditionnelles, politiques, religieuses, des invités de marque et surtout une chaleureuse population venue accueillir le nouvel homme fort de l'arrondissement de Tonga. Fidèle à ses principes et aux institutions républicaines, Ebel Samuel Christian Ernest, préfet du département d'Indé, ne manquera pas de rappeler au nouveau sous-préfet quelques-unes de ses missions. Ne vous laissez pas impressionner par ces pécheurs à notre trouble, ces illusionnistes qui croient pouvoir tirer quelques prébendes politiques en soutenant le jour le civisme fiscal et la nuit l'incivisme. Vous devez vous revêtir du sens du patriotisme, de l'impartialité, du sens du devoir et de la République pour toujours privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la République et non des intérêts partisans. Précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Doumé, Nzana Yves Bertrand Noël prend les commandes d'un arrondissement qui a une superficie de 342 km² et une population constituée de plus de 30 000 âmes, vivant pour la plupart de l'agriculture et du petit commerce. Cet administrateur civil est né le 12 décembre 1976 à Monatélé. Il est marié et père de 3 enfants. Cette cérémonie s'est achevée en Tonga par un imposant défilé des forces de maintien de l'ordre. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Avec nous ce soir, Maître Joseph Claude Biliga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci d'avoir accepté ce plateau. Demain va s'ouvrir à Yaoundé la session de plein droit du tout premier Sénat camerounais. Pour fixer suffisamment la compréhension de nos nombreux téléspectateurs, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que c'est qu'une session de plein droit? Oui. C'est un terme qu'on prononce depuis beaucoup de temps sans en avoir véritablement le contenu jusqu'ici. Oui. La session de plein droit, c'est la première session qui ouvre une législature. Donc c'est la session qui ouvre une législature. Dans le cas d'espèce, c'est le 3e mardi après la proclamation par le Conseil constitutionnel. Chez les conseils municipaux, c'est le 2e mardi. Ça, c'est la première session. C'est une session ordinaire, mais comme elle intervient juste après
les élections, juste après les élections, donc au début d'une législature, on l'appelle la session de plein droit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important de poser la valeur juridique de la session de plein droit? D'abord, mais bien sûr, c'est prévu par la loi, par la Constitution et par la loi constitutionnelle de 96 et par la loi portant le code électoral. Et cette session a un ordre de jour bien distinct. Il faut comprendre que au niveau du Parlement qui est bicaméral, vous le savez, il y a des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. Les sessions ordinaires, la plupart du temps, sont organisées d'une manière simultanée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués au même moment. Or, en matière de session de plein droit, il n'y a que l'une des chambres qui est réunie. Dans le cas d'espèce, c'est le Sénat qui siège pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'organes, parmi lesquels le règlement intérieur du Sénat, la mise en place des groupes parlementaires, la mise en place des bureaux, des commissions, des bureaux d'abord et des commissions également. Donc cette session importante, c'est elle qui pose les bases du nouveau mandat. C'est-à-dire que l'ensemble des règles et modalités qui vont désormais régir le fonctionnement et même l'organisation de la Chambre haute pendant la législature du Parlement camerounais. Voilà. Bon, un des éléments importants, il est dit que les vénérables vont adopter le règlement intérieur au cours de cette session de plein droit. Un règlement intérieur, comme je le disais, qui va régir à travers une loi. À travers une loi. Oui. Alors, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la valeur justement de ce règlement intérieur. Parce qu'avec la navette parlementaire, la Constitution prévoit que les lois sont votées d'abord à la Chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, avant d'être transmises au Sénat. Mais aujourd'hui, c'est un règlement intérieur qui va transpirer certainement d'un projet du gouvernement camerounais, peut-être calqué sur la base de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Quelle est la valeur justement de ce règlement intérieur? Mais tout à l'heure, je vous ai dit que la session de plein droit est différente de la session ordinaire classique. Parce que dans la session ordinaire classique, les deux chambres sont réunies. Tout à fait. Doivent être convoquées. Donc dès lors, on n'a pas besoin que cette navette parlementaire puisse exister, puisqu'il s'agit d'un règlement intérieur qui concerne l'une des chambres et non le Parlement. On est bien d'accord, mais voilà. Maintenant la question se pose, celle de savoir quelle est la forme que va revêtir le règlement intérieur. La loi a dit que c'est une loi, c'est-à-dire, je veux dire, la loi, le code électoral indique très bien la forme, dit que c'est une loi qui doit être votée par le Sénat, et naturellement qui doit suivre l'autre processus, c'est-à-dire en principe la loi ne le dit pas d'une manière claire, mais on suppose que si la loi est votée, elle doit suivre le processus normal de l'adoption, c'est-à-dire en principe théoriquement, donc ça devait passer par la promulgation. Cela veut dire que les sénateurs vont se réunir pour adopter un ensemble de tests, un ensemble de modalités qui vont régir leur parcours, alors leur séjour à la Chambre haute. On parle d'une seule loi, la loi portant règlement intérieur. Il n'y a pas, je veux dire, cette loi peut voter. Maintenant, on met un contenu dans le règlement intérieur. Naturellement. C'est quoi dans le contenu? Et je pense qu'en fait, là je spécule, le règlement intérieur doit pouvoir régir la vie au sein de l'instance, c'est-à-dire au sein du Sénat. Je crois que c'est tout simplement ça, c'est-à-dire que c'est chaque structure qui indique ce qu'elle met dans son règlement intérieur. Et le Sénat, naturellement, donc, va mettre dans son règlement intérieur ce qui est nécessaire à la bonne marche de ce... La préoccupation, d'où vient cette mouture? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose sur laquelle, autour de laquelle les énergies vont être concentrées pour débattre et puis adopter. Il faut noter une chose, c'est que bien que le Sénat soit une nouveauté, il faut comprendre que ça fait partie d'un Parlement. Et le Parlement est prévu dans la Constitution.
Et les mécanismes de la vie du Parlement ou des chambres qui composent ces mécanismes sont également définis. Dans le cas d'espèce, vous notez que nous avons le gouvernement qui intervient, soit le président de la République, soit le gouvernement, qui interviennent de par la loi dans la marche du Parlement, dans la marche du Sénat. Il y a par exemple, lorsqu'on parle de la Chambre, lorsqu'on parle du Sénat, il y a le ministre qui représente le gouvernement qui est là, le ministre délégué chargé des relations avec les assemblées, qui joue donc un rôle d'interface entre le Parlement et le gouvernement. Donc il est donc nécessaire, il est donc normal que ne serait-ce que ce texte soit élaboré à l'avance. Parce que si le texte était élaboré par les acteurs, on parlerait de proposition de loi. Et on parlerait de proposition de loi. Le projet de loi, c'est d'initiative de l'exécutif, alors que proposition de loi, c'est l'initiative législative. Donc, nécessairement, ça vient de l'exécutif. Maître Joseph-Claude Biliga, comment est-ce que vous appréciez l'avènement du Sénat en termes de la qualité de la production législative? Vous pensez que c'est un instrument qui vient rajouter quelque chose dans la production des lois? C'est le souhait. C'est le souhait de tout le monde, sinon il n'y aura pas de raison qu'on mette tant d'énergie, tant d'argent pour une institution qui n'aura pas de sens. Il faut quand même comprendre qu'il y a certains pays qui ont fait des va-et-vient, c'est-à-dire des marches un peu devant, depuis en arrière. Le Sénégal, par exemple, il y a eu le Sénat qui a été par la suite aboli, après il est revenu, maintenant il est aboli. Et les raisons ne manquent pas pour dire qu'il est inutile. Par contre, il y a également des raisons qui vont en faveur de l'existence d'un Sénat. Lorsque vous regardez ce qu'on appelle la navette parlementaire, où le Sénat a la possibilité de rejeter ou de porter des amendements sur les projets de loi qui sont soumis, qui sont soumis par le président de l'Assemblée nationale au niveau du Sénat, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que du folklore. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'apporter un plus dans le contenu des lois, dans les propositions de loi également, dans l'arsenal législatif du Cameroun. En même temps, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a un risque de lourdeur sur le plan de l'adoption avec cette navette parlementaire, parce qu'on comprend que les lois ou les textes, les projets ou les propositions de loi doivent faire la navette entre l'Assemblée nationale et puis... Non, il n'y a pas de risque de lourdeur, il y a des délais, hein, les délais sont bien précis. Il y a 10 jours, lorsque le président de l'Assemblée nationale reçoit et adopte, il y a 10 jours que le Sénat a pour pouvoir rendre la décision, pour pouvoir statuer, adopter, soit rejeter, ou soit apporter des amendements sur le projet de loi qui est soumis à l'appréciation de cette haute chambre. Et par la suite, cette loi qui est soit adoptée, soit amendée, est renvoyée dans un délai bien précis. Et dans les 48 heures, ça passe sur le président de la République qui doit promulguer. Je veux dire qu'en fait, c'est encadré. Les délais sont encadrés et je ne pense pas que cela puisse poser véritablement de problème. Merci, Maître Joseph-Claude Biliga. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Les prévisions météo